Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous réfléchissons à la transformation du système de santé en France et transformer la santé, eh bien c'est notamment transformer l'usage des données de santé. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités ici présents. Aymeric Lemaire, bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Arcane. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est Arcane. Et puis Vincent Vuiblet, bonjour. Vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Reims. Alors peut-être une petite introduction pour finalement savoir un petit peu de quoi on parle quand on parle de données en santé, parce qu'il y en a de plus en plus et leur complexité et leur sensibilité sont de plus en plus là. Les données de santé, alors c'est quoi? Ça peut être issu de dossiers médicaux électroniques, d'imagerie, d'objets connectés, d'applications de santé. Et en fait, elles offrent un potentiel pour la recherche, mais aussi pour la prévention et puis bien sûr, pour l'amélioration des soins, on va en parler. Il y a des défis parce que ces données de santé, c'est ce que vous allez nous dire et vous l'avez vécu concrètement, elles ont des qualités inégales, elles ont des formats qui ne sont pas tous les mêmes. Il faut bien évidemment voir la sécurité des systèmes puisque ce sont des données de santé et donc par nature, elles sont sensibles. Et donc, comment est-ce qu'on va protéger la vie privée? Quelles sont les réglementations en place et la gouvernance? Il y a une réflexion éthique qui a été menée sur tout ça. Donc, vous voyez, c'est un sujet très complexe. On va le prendre à bras-le-corps ensemble. Peut-être d'abord, messieurs, un mot sur vos structures. Aymeric Lemaire, Arcane, c'est quoi? Bonjour. Arcane, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 6 ans maintenant, en 2019. L'enjeu, en fait, ça a été de se dire comment on peut aider à améliorer le système de santé. On ne redonne pas les chiffres, on va dire, qui sont souvent donnés par les ministres de pression budgétaire, pression du coup sur les médecins et les professionnels de santé sur leur travail parce que vieillissement de la population. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire? On sortait d'école d'ingénieur et donc la première chose sur laquelle on a commencé et le premier produit, c'est un entrepôt de données de santé. Je pense qu'on en reparlera. C'est une solution logicielle qui permet de se connecter aux différentes sources. Vous les avez mentionnées, le dossier patient informatisé, les différents logiciels métiers, et de les centraliser, les mettre en qualité, notamment les standardiser, pour les réutiliser à différentes finalités, notamment le pilotage et la recherche. Donc ça, c'est notre première activité, notre premier produit qu'on a commencé en 2019. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus d'une dizaine de CHU et un peu plus d'une quinzaine d'établissements en tout. Et on a un deuxième produit qu'on a commencé il y a à peu près un an et demi, qui est vraiment, pour faire très simple, ChatGPT pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'adosse à ce premier produit où on a rassemblé beaucoup de données pour le pilotage de la recherche. Et on s'est dit comment on peut aider les médecins dans le soin. Et on a utilisé du coup toute l'expertise qu'on avait accumulée pour faire en sorte de construire, à nouveau je dis un ChatGPT parce que ça parle à tout le monde, mais qui soit vraiment connecté aux données, sécurisé pour la santé et qui aide les médecins et les professionnels de santé à gagner du temps pour le redonner aux patients. Donc vous avez d'abord collecté les données, ensuite vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut en faire? Exactement. En gros, est exactement comme ça. J'ai bien résumé, c'est parfait. Et vous avez collaboré notamment avec le CHU de Reims, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que le CHU de Reims s'est intéressé notamment aux données et j'imagine à leur utilisation? Alors nous, c'est l'inverse. On s'est d'abord intéressé à l'usage de la donnée qui a ensuite suscité le besoin de la structurer et c'est ce qui a fait le lead de notre collaboration. Effectivement, la donnée aujourd'hui, elle est essentielle dans son usage primaire pour le soin, et on pourra en parler après, ou dans son usage secondaire, dans la recherche. Et au sein du CHU de Reims, l'Université de Reims, je dirige l'Institut de l'intelligence artificielle en santé. L'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait irruption dans nos modalités de soins se nourrit de la donnée et on a donc besoin, entre autres pour l'IA, mais aussi pour la recherche clinique et d'autres sujets de cette donnée de qualité. C'est un sujet que nous avons dans nos établissements, mais c'est aussi un sujet collectif au niveau national. C'est la raison pour laquelle on a fondé avec les acteurs impliqués dans ce domaine la Fédération nationale scientifique des données de santé. Et c'est aussi la raison pour laquelle les CHU se fédèrent sur ce sujet de la donnée avec la commission gouvernance des data CHU que je co-anime avec Monique Sorrentino. Alors, merci pour cet aperçu global. Si on rentre vraiment dans le cœur du sujet, j'aimerais qu'on comprenne finalement ce que c'est l'enjeu de ces données de santé. Est-ce qu'il faut mieux les collecter? Est-ce qu'on en a trop mais qu'elles ne sont pas bien organisées? Je dis exprès des termes très basiques. Est-ce qu'elles sont du coup sous-exploitées? En fait, c'est quoi la vraie question sur les données de santé?
Je crois que cette vraie question, elle est plurielle en réalité. Il y a beaucoup d'enjeux qui ont trait aux données de santé, qui sont, et que vous avez d'abord évoqué dans votre introduction, qui sont des enjeux liés à sa sensibilité, à des questions de confiance. On parle souvent à qui appartient la donnée, mais en réalité, ce n'est pas très important de savoir à qui elle est. Ce qui compte, c'est que les patients nous l'ont confiée avec un niveau de confiance, et donc ça c'est important. Ensuite, il y a des questions de responsabilité d'usage, puis il y a des questions techniques de comment on est en capacité d'utiliser, d'avoir de la donnée qu'on peut utiliser et rapidement utiliser. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de cet écosystème de la structuration des données. Puis ensuite, il y a la question de la valorisation aussi de cette donnée, parce que tout le travail qu'on fait en amont, il nécessite beaucoup d'investissements, des investissements pour lesquels la stratégie France 2030 et la BPI ont accompagné les établissements de santé, mais c'est qu'une partie de l'accompagnement, et donc il faut qu'on réussisse aussi à avoir une stratégie de valorisation de cette donnée. Pour reprendre tout ça, est-ce que la confiance autour de la donnée, elle est posée aujourd'hui? Est-ce que les patients ont l'impression de donner leur accord, donner leur consentement? Est-ce que la charte RGPD est suffisante? Juste peut-être un petit point avant de considérer ça comme acquis quelque part. Alors, il y a la charte RGPD d'une part, mais il y a aussi tout le dispositif d'information des patients dans l'utilisation de leurs données au travers des portails de transparence, l'information sur leurs droits et notamment leurs droits d'opposition. Et ça, c'est évidemment des sujets qui sont extrêmement importants. C'est aussi d'associer les patients et les représentants des usagers dans les comités scientifiques et éthiques qui évaluent sur le plan scientifique et éthique l'usage de ces données. Donc oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs et on est dans la communauté de santé extrêmement attaché à associer les usagers et à les informer. Je rajouterais même, la santé a pas attendu le RGPD pour avoir cette question à son cœur. C'est-à-dire que la loi informatique et liberté, elle a plusieurs dizaines d'années. Bien sûr. Et ça a été la structure en bonne partie du coup pour le RGPD. Elle était déjà totalement appliquée dans la santé. Donc c'est des enjeux qui sont déjà présents. Est-ce qu'on peut faire plus de sensibilisation encore pour les patients et les patientes? C'est le cas. C'est d'ailleurs le cas de manière générale dans tout le pays. Mais les professionnels, depuis bien longtemps, en gros, sont attachés à ces sujets. Et nous, on le voit quand on discute avec des établissements. Maintenant, la plupart des médecins, si on leur présente une nouvelle solution, nous posent la question, alors la sécurité, les données, c'est des réflexes qui commencent à avoir de plus en plus. Donc ça, c'est posé. Je pense que c'était bien de leur dire. Donc maintenant, effectivement, vous disiez valoriser la donnée. Comment est-ce qu'on la valorise dans un hôpital? Vous avez parlé des données primaires, des données secondaires. Comment est-ce que concrètement ça se passe? Peut-être vous, Vincent Vuiblet, et puis ensuite Aymeric sur cette question. Alors, il y a plusieurs formes de valorisation. Il y a la première valorisation, c'est l'amélioration de la qualité des soins et de la qualité du pilotage d'un hôpital. Donc ça, c'est une forme de valorisation. Il y a une deuxième valorisation qui est la valorisation scientifique. Donc ça nous permet de publier et d'avoir une forme de valorisation de cette donnée qui reste malgré tout assez marginale dans notre modèle de financement. Il y a une valorisation en partenariat avec des industriels et des startups qui, eux, ont besoin de cette donnée pour développer leurs algorithmes ou pour conduire leurs études cliniques. Et ça, c'est un vrai enjeu, notamment collectif, pour qu'on puisse donner l'accès à ces données de santé aux industriels pour renforcer notre capacité de recherche clinique en France. Et puis, il y a aussi un enjeu de valorisation qui passe par l'optimisation du système de santé. Donc, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est le pilotage hospitalier, comment on optimise nos parcours de soins, comment on optimise nos ressources au travers du pilotage par la donnée. Quand vous dites modèle, vous avez parlé de valorisation et de modèle financier. Est-ce que ces données, à un moment, sont monétisées, sont vendues? Comment est-ce que ça se passe? Alors, la donnée n'est jamais monétisée, jamais vendue. On n'a pas le droit et surtout, on n'en a pas la volonté. En revanche, comme on l'a dit, pour que cette donnée elle soit utilisable, il y a une grande expertise et beaucoup d'investissements qui sont nécessaires. Des investissements techniques, mais aussi des investissements humains qui vont de l'expert métier de cette donnée-là, sans lequel elle est absolument sans valeur. C'est vraiment la contextualisation de cette donnée qui lui donne de la valeur. Et ça, c'est les médecins et les professionnels de santé qui sont capables de l'apporter. Il y a toute l'architecture des entrepôts de données de santé et tout l'écosystème qui va avec. Et ça a un coût et c'est ce coût-là qu'il nous faut traduire et valoriser pour pouvoir le pérenniser. Vous me voyez venir effectivement sur les entrepôts de données et sur le coût. Comment est-ce que vous avez réussi à financer Arcane et comment est-ce que vous avez réussi à vous structurer? Comment on a réussi à se financer? Je pense que, classiquement, on est une entreprise qui a bénéficié à la fois d'investissements privés
et public. Notre particularité, c'était qu'on est une association au départ, et c'était là du coup je rejoins du coup un peu comme Vincent sur les besoins dans la donnée. D'abord on s'est dit le besoin c'est d'aider le système. On était une association, on s'est rendu compte que pour être accéléré, il fallait devenir une entreprise, on est devenu une entreprise. Pour être accéléré, du coup, ensuite, ça nous a permis de toucher les subventions de la BPI et ensuite, du coup, d'avancer avec des levées de fonds. Maintenant, sur notre modèle économique en tant que tel, Vincent les a à peu près tous bien nommés. Moi, j'en aurai un supplémentaire, justement, j'y reviendrai juste après, sur l'évaluation possible, du coup, de la donnée. Et en fait, c'est les établissements qui investissent dans des solutions comme la nôtre, mais justement on n'a pas voulu en gros un modèle économique un peu compliqué, un peu hybride où on dit ok donc si vous la valorisez scientifiquement la donnée avec des industriels, à ce moment-là on prend telle ou telle chose. Si on fait un travail, si on apporte de la valeur, alors on est rémunéré. Et il faut que l'établissement puisse être complètement souverain sur ces données et il puisse les utiliser comme bon il lui semble. Sinon, c'est pas la souveraineté. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on le fait et c'est à l'établissement. On aide l'établissement sur les différents enjeux, pilotage, recherche scientifique de le faire. Alors, je vais compléter pour dire que le modèle économique d'Arcane il repose sur le financement des établissements de santé qui financent Arcane, ce qui veut dire que il faut en avoir la capacité, le service est là bien sûr, mais il faut en avoir la capacité. Donc on a eu un abondement du financement de 50% sur les entrepôts de données de santé, ce qui veut dire que 50% sont à la charge des établissements et la pérennisation aujourd'hui est à la charge, ce qui est un coût difficilement supportable et donc il va falloir réfléchir sur le modèle de pérennisation. Une des modalités de réflexion, c'est sur justement augmenter notre capacité à la valoriser, notamment avec les contrats industriels. Ça, c'est le sens du projet FEDATA qui est porté par le collectif des CHU en partenariat avec DocaPost et avec Alcimed et avec le soutien des filières industrielles pour qu'on essaye justement de mobiliser les industriels pour que l'exploitation de ces données soit française et qu'on puisse faire bénéficier à l'ensemble de notre système de santé non seulement des études cliniques qui soient menées en France et qu'on puisse mieux valoriser nos dispositifs. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement, une fois cette collecte, en fait, c'est l'accès de ces données. Est-ce que cet accès aujourd'hui est facile? Est-ce qu'une start-up ou une entreprise qui veut accéder à des données pour mener un essai clinique ou pour aller prouver une valeur d'une solution innovante, est-ce que c'est facile d'avoir accès à des données dans des entrepôts de santé? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je peux donner un regard, parce que du coup, nous, on accompagne un peu plus d'une dizaine de CHU. Et j'ai évidemment d'abord félicité Vincent qui du coup est probablement un des meilleurs CHU sur le sujet, sur la facilité d'accès aux données. Parce qu'évidemment en gros il y a toute la partie technique. Nous on apporte évidemment une expertise technique avec notre solution, avec l'accompagnement qu'on propose aux établissements. Donc ça, la partie technique, c'est sur les systèmes informatiques pour qu'ils soient exactement, c'est-à-dire visibles. On va se connecter aux différentes bases de données, on va transformer les données, les mettre en qualité, les standardiser et après les mettre à disposition des établissements. Et c'est là qu'interviennent les équipes de Vincent qui vont aller interagir avec ces données, faire les extractions des données en qualité, mais il faut encore une expertise sur le sujet que tout le monde, qui se développe de plus en plus dans tous les établissements, mais qu'il faut avoir, et Vincent est un des précurseurs sur le sujet. Et ensuite, avoir toute la partie organisationnelle pour se dire, ok, j'ai un acteur extérieur qui me pose une question, à quel point j'y réponds vite, à quel point ça respecte les conditions réglementaires, à quel point on a envie de répondre en tant que centre à cette étude, est-ce qu'on n'a pas déjà une étude sur le sujet. Et sur cette partie-là, il y a une disparité encore dans le secteur, où en gros, certains sont renforcés sur la partie technique et moins sur la partie organisationnelle, d'autres c'est l'inverse. Et donc les CHU sont en train de se mettre à la page. Je pense que si on se revoit dans un an, on pourra dire qu'une bonne partie des CHU sont... Oui, et au-delà de la maturité individuelle des établissements, en fait, l'usage de ces données, il prend vraiment du sens sur des études multicentriques, sur la contribution de plusieurs établissements à fournir des données. Et là, il faut se dire les choses, on n'est pas au niveau en France. On n'est pas au niveau parce qu'on répond pas... Par rapport à d'autres pays européens ou dans le monde. Oui, ou d'autres pays mondiaux. Et c'est aussi ce qui explique que les industriels se détournent de la France pour les études cliniques. On n'est pas au niveau non seulement sur la partie technique, sur notre capacité à abonder les données, on n'est pas non plus au niveau sur le nombre de guichets auxquels il faut s'adresser, la complexité en termes de tarifs, de réglementation. Donc c'est vraiment sur ces sujets-là que le projet FEDATA, qui est porté par le collectif des CHU, adresse, c'est-à-dire d'avoir un guichet unique, d'avoir une modalité de contractualisation qui passe par FEDATA et qui puisse porter des contractualisations avec tous les CHU, et puis un dispositif d'interopérabilité qui fait le lien entre les entrepôts de données de santé et les acteurs qui ont besoin de ces santé-là. C'est vraiment le chaînon manquant FEDATA de notre écosystème, de notre urbanisation du système de données de santé.
Et alors ça, qu'est-ce qui manque pour y arriver qu'est-ce qui manque pour y arriver et quand quoi? Si vous dites qu'en plus il y a une concurrence à l'international. Oui, une concurrence internationale forte et la fuite des industriels français, parce qu'il manque, c'est de l'argent. Il manque de l'argent, on a la motivation, on a les acteurs, on a le consortium, on a les expertises. Mais pour pouvoir commencer à construire, il nous faut du financement. Et sans ce financement-là, on va laisser passer le train. Et une fois qu'on aura laissé passer ce train-là, les questions de souveraineté seront malheureusement en difficulté. Est-ce que, de ce que je comprenais, et là je reviens un petit peu en arrière, vous parliez de la partie technique et de la partie organisationnelle, si je comprends bien, il y a toute l'analyse, et du coup, est-ce que ça génère de nouveaux métiers? Est-ce que ça ouvre des perspectives aussi, ce sujet des données en santé, de l'usage des données en santé? Oui, bien sûr. À l'Institut d'intelligence artificielle en santé, on a aujourd'hui une quarantaine et bientôt une soixantaine de collaborateurs qui sont spécialisés dans le domaine de la santé, alors que ce soit en data science, en data ingénierie, que ce soit sur du développement, des DevOps, qui sont spécialisés dans la santé parce que quand on est informaticien, globalement, si je caricature un petit peu, on est très bon dans son domaine, mais il faut comprendre les sujets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire qu'il faut être capable de comprendre le langage qui est utilisé par les professionnels de santé. Ça nécessite une acculturation, ça nécessite un travail d'hybridation qui est fait au sein de l'Institut et qui génère de nouveaux métiers. C'est aussi la raison pour laquelle c'est notre rôle en tant qu'établissement de santé et avec les universités qui sont adossées, de former les professionnels de santé, de former les futurs ingénieurs qui vont accompagner les professionnels de santé dans le développement de ces outils. Et là, les formations existent, elles se développent, il y a une prise de conscience qui est faite. Alors elles sont en train de se développer, avec notamment l'appel à manifestation d'intérêt compétences métiers à venir, sur lequel un certain nombre d'universités, dont la nôtre, ont été lauréats pour pouvoir mettre des programmes et des parcours de formation des professionnels de santé. C'est aussi, aujourd'hui, on voit l'apparition de master 2 IA pour la santé, de master données de santé, et donc on sent que l'offre est en train d'émerger et répond à un besoin. Au sein des universités, globalement, c'est l'enjeu que l'ensemble des étudiants qui sortent de l'université soient formés à ces sujets d'IA pour être capables de se saisir des outils. Parce qu'au-delà de la production de la donnée, il y a son utilisation qui est un vrai enjeu. Donc on le voit bien, un besoin de financement, un besoin de formation. Et du côté des entrepôts de santé, quel est le besoin pour conclure et ce qu'il faut pour aller plus loin dans cet usage ? Alors je rejoins Vincent, sur le financement, c'est toujours une étape clé pour le système. C'est pas un système qui génère de l'argent, le système de santé de manière générale. Donc en gros, pour créer du coup une marche en avant, globalement ça a fonctionné de la même façon. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est les dossiers patients informatisés, du coup, qui il y a encore 40 ans n'étaient pas présents à l'hôpital. Et du coup, comment on a réussi à les démocratiser à l'hôpital? On a d'abord créé des projets de financement au cas par cas pour montrer en gros qu'il y avait des acteurs qui étaient leaders sur le sujet, souvent c'est les CHU, et ensuite on a créé des financements, mais cette fois-ci pérennes, pour doter l'ensemble des établissements du coup de solutions de ce type. Il se passe actuellement la même chose sur les entrepôts de données de santé, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir cette première vague, la vague de financement par l'État pour avoir ces premiers de la classe, que sont nos CHU, mais aussi certains centres de lutte contre le cancer, certains groupes privés. Mais maintenant, il faut créer quelque chose du coup sur la durée, pour pas que ça reste juste simplement une initiative, et que ce soit simplement derrière aux hôpitaux de les porter intégralement. Ce sera compliqué, ils vont pas tous le faire, et c'est sûr que ça ne se démocratisera pas à d'autres acteurs, et que ce soit pas non plus simplement en gros lettre morte après une première itération. Juste pour avancer du coup sur un des enjeux, je pense malgré tout pour moi qui est un enjeu d'avenir, mais qui subit du coup les mêmes on va dire caractéristiques de financement, c'est sur la partie intelligence artificielle. Et je le mentionne justement, c'était un peu le dernier point que je voulais mentionner tout à l'heure sur les leviers du coup de valorisation des données. C'est un peu particulier, c'est de considérer du coup cette fois-ci la donnée comme un actif, on va dire, qui permet en gros de construire de nouveaux produits qui sont directement là à l'hôpital. Vincent mentionnait l'apprentissage des logiciels, mais en fait maintenant avec l'arrivée de l'IA générative, ce qui compte même au-delà de l'apprentissage, c'est le contexte. Il faut avoir accès aux données facilement pour pouvoir la mettre dans la bonne forme tout au long de la journée des soignants et faire en sorte que du coup ça soigne mieux. Et du coup là en fait ça créera cette fois-ci du coup des retours sur investissement, mais en temps médical, qui sont en fait des retours sur investissement pour les patients à la fin. Donc pour moi c'est une autre façon de voir la valorisation des données qui est cruciale, parce que en fait, le système de santé il soigne en première mission. Il fait évidemment tout un tas d'autres choses, mais sa mission première c'est de soigner, et du coup il faut aider du coup le soin.
Et ça, cette évaluation finalement de la valeur de la donnée sur un cycle de vie complet, je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais est-ce qu'elle est prise en compte par les CHU? Est-ce qu'il y a une étude sur comment quelque part créer un cercle vertueux? Alors en tout cas, elle doit l'être et c'est une caractéristique, un critère qui doit être pris en compte au moment de l'acquisition de ces solutions qui se nourrissent de la donnée, de savoir quel est leur impact médico-économique. Et en fait, alors, les acteurs économiques nous proposent des avantages, ça nous fait gagner du temps de consultation, etc. Ça, encore faut-il l'expérimenter sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi de parler des tiers-lieux d'expérimentation qui sont vraiment essentiels pour permettre d'obtenir des solutions qui soient fiables, de confiance et accessibles. L'Institut d'intelligence artificielle dispose d'un tiers-lieu au sein de son écosystème pétillante qui permet d'éprouver les solutions sur l'acceptabilité organisationnelle, la fiabilité, mais aussi l'impact médico-économique de ces solutions pour déterminer si effectivement elles peuvent rentrer dans notre écosystème, dans la soutenabilité. Alors je rejoins sur les tiers-lieux. Pour conclure rapidement. Pour conclure, non, mais simplement sur les tiers-lieux, je pense qu'en effet c'est crucial pour en gros mettre un tampon sur la solution pour dire cette fois-ci elle est validée. Mais je pense que l'échelle de temps, mais ça c'est simplement mon avis sur le sujet, c'est-à-dire que l'échelle de temps des tiers-lieux est encore un peu long à l'échelle d'une entreprise. C'est-à-dire que nous typiquement on a postulé à des tiers-lieux, mais en gros ça dure 6 à 9 mois en gros sur le dossier dans beaucoup de situations, et ensuite derrière en gros ça peut mettre encore un petit moment pour entrer en phase. À l'échelle du coup d'une entreprise. Faut venir chez nous, Aymeric, ça ira faut venir, mais je suis déjà un peu présent. Mais du coup ça peut prendre un peu de temps, donc évidemment c'est encore variable, mais du coup il y a un enjeu vraiment du coup de vitesse pour une entreprise. Un cycle de financement c'est 18 mois à 24 mois, et dans la santé c'est encore légion de se dire on verra l'année prochaine. C'est compliqué, donc c'est un des gros enjeux, mais par contre clairement c'est avec les hôpitaux que se construisent ces solutions. Nous en effet cette solution dont on parle sur l'IA générative, elle se construit avec les médecins, on itère, on envoie, ils nous disent c'est bien, c'est pas bien, et c'est comme ça que ça peut se créer, parce qu'en fait c'est en mettant des ingénieurs machiniens de formation et des médecins, enfin ce sont les médecins autour de la table, qu'on peut créer quelque chose. Il y a besoin des deux, il y a besoin des deux expertises. Il y a besoin des synergies. Merci beaucoup messieurs, Éric Lemaire, CEO et fondateur d'Arcane, et Vincent Vuiblet du CHU de Reims. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.